Le sommaire d'aujourd'hui. Donc, sur le parcours de médicaments, on fait un constat à ce jour que comment se fait-il qu'un médicament puisse avoir une autorisation de mise sur le marché, AMM, mais ne soit pas accessible pour les patients. Donc ça, on va poser le cadre sur ça avec le docteur Thierry Lambert. Et ensuite, il y aura donc des intervenants. En premier lieu, ça va être Catherine Simonin. Donc, elle va nous expliquer le rôle des représentants des usagers au sein de la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé. On aura aussi une présentation, une intervention de Jean-Patrick Salle du comité économique des produits de santé, qui est le vice-président, qui va nous expliquer son rôle du CEPS dans ce parcours du médicament. Et puis, on aura Guillaume Janin du groupe de travail médicaments de l'AFH qui va nous expliquer pourquoi l'arrivée, la création de ce groupe de médicaments il y a peu de temps dans ce contexte du parcours de médicaments. Et ensuite, nous finirons cette discussion et essayons de répondre à toutes les questions que vous aurez posées dans le chat. On gardera toutes les questions pour la fin où on rassemblera tous les intervenants. Pour poser le cadre sur ce parcours de médicaments, sur ces différents parcours de médicaments, rapidement, ce n'est pas le sujet qu'on va débattre aujourd'hui, mais juste pour rappel quand même, comment un médicament se fait et quel parcours il prend. Donc ça démarre avec au tout départ sur un médicament, il y a d'abord de la recherche fondamentale et de la recherche préclinique. Et donc, je posais la question au docteur Thierry Lambert. Je vous posais la question, est-ce que vous pourriez nous donner une estimation du temps pour ce parcours de médicaments sur une recherche fondamentale en amont d'arriver aux essais cliniques chez l'homme? C'est difficile c'est très variable selon les types de molécules, mais d'une façon générale, c'est plusieurs années. Plusieurs années, d'accord. Ensuite, donc, après cette première phase, le premier parcours de médicaments, il y a un deuxième parcours de médicaments avec les essais cliniques, les phases 1, 2 et 3 chez l'homme, juste avant, en amont de l'autorisation de mise sur le marché. Et là aussi, je vous pose la même question, et je sais que c'est très variable d'un médicament à l'autre, mais de façon générale, on parle quoi? En mois, en année, là, docteur Lambert? Si on inclut les trois phases, on va parler peut-être d'un délai de 3-5 ans, ce qui depuis le début fait finalement, entre la preuve de concept et l'arrivée, on a bien entre 5 et 10 ans, quoi. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Et ensuite, donc, le troisième parcours, où on va dire la suite du médicament, du parcours du médicament après ces deux premières étapes, eh c'est l'autorisation de mise sur marché. Alors aujourd'hui, nous sommes en France et cette autorisation de mise sur marché, elle est au niveau européen. Et ensuite, au niveau de la France, il y a plusieurs étapes avant que ça arrive on va dire, entre les mains du patient. Il y a une étape au niveau de la Haute Autorité de Santé. Donc, ça va être échangé, débattu et Thierry Lambert va présenter et introduire les participants. Et puis ensuite, il y a l'étape au comité économique des produits de santé. Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'acronymes. Sans doute, dans la discussion sur les diaporamas, on va essayer de faire attention à expliquer ce que ces acronymes pour pas trop vous perdre. Et voilà. Donc, Thierry Lambert, vous pouvez introduire peut-être les deux intervenants qui vont venir? Alors, oui, merci Nicolas. Merci de m'avoir fait confiance pour participer et animer dans cette session. Donc, ce parcours de médicaments, comme vous le voyez bien là sur la diapositive, une fois que l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché européenne, est acquise, son parcours jusqu'à vous, les patients, n'est pas terminé, puisque les autorités sanitaires françaises, une fois que l'AMM européenne est obtenue, ont leur mot à dire. Et là, on va voir, et ça va être le rôle des deux intervenants suivants de repréciser, d'une part, la Haute Autorité de Santé, on va dire globalement, ça va être l'évaluation sanitaire de ce nouveau médicament et de son intérêt dans la situation globale
dans les médicaments qui lui sont concurrents éventuellement, savoir s'il est mieux, s'il est moins bien. Et donc, il y a au sein de ça un comité de transparence qui rend un avis scientifique. Et là, c'est Catherine Simonin, qui est vice-présidente de cette commission de transparence et représentante des usagers, ce qui est très important, qui va qui va vous expliquer un peu mieux le déroulement. Et une fois que la Haute Autorité de Santé a pris son avis favorable ou pas favorable, après, il y a l'intervention de l'aspect régulation économique, comment ce médicament se situe dans l'ensemble des thérapeutiques disponibles, et c'est le rôle du comité d'évaluation économique des produits de santé, dont le vice-président Jean-Patrick Sall va pouvoir vous parler. Et donc, bien, les choses ne sont pas aussi étanches que ça, puisque au niveau du CEPS, il y a aussi quand même une prise en compte des aspects sanitaires, mais cela va vous être expliqué par les intervenants précédents, et après, il sera possible de répondre à vos questions. Donc, je pense que maintenant, Catherine Simonin, je vais vous passer la parole pour que vous puissiez arriver à décortiquer et expliquer, pour ce qui est assez compliqué, je reconnais, vous avez une tâche difficile, le rôle et le fonctionnement de la Haute Autorité de Santé par rapport à ces autorisations de mise sur le marché et l'obtention de médicaments en France. Oui, merci Thierry Lambert. Je vous remercie d'abord pour l'invitation à votre congrès. Je remercie le président et donc Fabrice Pilorget de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Donc, qui je suis vice-présidente de la Ligue nationale contre le cancer, mais pas de l'ACT à la HAS. Je ne suis qu'une patiente et avec 32 ans née de fréquentation assidue du système de santé vu de l'intérieur, et en même temps je participe au groupe médicaments de la Ligue, mais également de France Asso Santé. Alors, je vais vous parler de la commission de transparence à la Haute Autorité de Santé. Voilà, donc vous retrouvez le même schéma que l'on vient de voir. Donc, pour avoir un médicament sur le marché, il faut qu'il ait une autorisation de mise sur le marché. Et à ce titre, c'est effectivement l'Agence européenne du médicament qui donne son autorisation, ou la NSM, selon la demande qu'en fait le laboratoire pharmaceutique. À partir du moment où il y a cette autorisation de mise sur le marché, il faut savoir qu'il y a une évolution dans le temps et que cette autorisation est donnée surtout sur l'Agence européenne du médicament, sur des données scientifiques qui sont très précoces aujourd'hui. Alors moi, je suis plus habituée sur le médicament en oncologie, mais parfois le niveau de la recherche clinique, c'est des phases 2 et nous n'avons pas encore la phase 3 dont Thierry Lambert nous a parlé tout à l'heure. Ensuite, le médicament arrive à la commission de transparence. Alors, c'est un nom qui ne dit pas tellement ce que fait la commission de transparence. Elle évalue, en fait, sur des données scientifiques. Et c'est le laboratoire pharmaceutique qui demande cette évaluation pour être remboursé sur le marché français du médicament. Et ensuite, donc, c'est la partie de Monsieur Sall qui va poser le prix, donc, après quand même une analyse économique de la CESP qui évalue le coût sur le système de santé de ce médicament. Et ensuite, c'est le CEPS qui décide avec après, c'est Monsieur Sall qui vous en parlera. Diapositive suivante. Alors, le remboursement est conditionné sur l'inscription de 2 listes. Une première liste sur la prise en charge dans les collectivités, c'est-à-dire à l'hôpital, et le remboursement sur les pharmacies de ville. Ensuite, il concerne les médicaments après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, et il y a une première AMM, mais après, il peut y avoir des AMM complémentaires sur les extensions d'indication. Et c'est toujours à la demande du laboratoire pharmaceutique. C'est-à-dire que si un médicament a l'AMM, si l'entreprise exploitante du médicament ne demande pas à être remboursée sur le marché français, il a le droit. Il peut aussi retirer sa demande de remboursement sur le marché français. On l'a vu récemment sur le Remdesivir, le Vercluli, dans le cadre de la Covid-19. Diapositive suivante. Donc, après l'avis de la commission de transparence,
l'évaluation se fonde sur des données cliniques et un niveau de preuve. C'est tout à fait scientifique. C'est-à-dire, ce n'est pas une évaluation qui est faite sur des ressentis, sur des indices de présomption, mais bien sur un niveau de preuve suffisant, donnant que ce médicament, par rapport d'abord à un niveau de preuve suffisant pour prouver son efficacité, surtout une bonne tolérance pour les patients et ne met pas en danger les personnes qui vont prendre le médicament derrière. Et ça, c'est très important parce qu'on peut valider, on pourrait par exemple valider un médicament et qui ait plus d'effets indésirables que, disons, le soin qu'il pourrait amener aux gens. Ensuite, l'HAS est une instance indépendante, c'est-à-dire qu'elle agit en toute indépendance sans avoir la notion du prix qui sera posé derrière. Elle ne se fonde exactement sur l'efficacité et le service médical rendu qu'elle va poser sur un médicament en exploitant en fait le dossier qui est fourni par l'exploitant et pour estimer le progrès pour la population. Alors le prix après est régulé par le CEPS, c'est M. Salle qui vous en parlera. Et l'arrêté qui est produit par l'AVI, d'abord, on est soumis à un vote, c'est-à-dire que l'ACT, après avoir auditionné les experts externes et internes, arrête un avis qui est publié et c'est cet avis qui fait foi et qui va d'abord être rendu au ministère, qui va valider ou non cet avis, c'est-à-dire oui, je veux bien que ce médicament soit négocié derrière au CEPS ou non, je ne veux pas. C'est le ministère qui décide, ce n'est pas la HAS qui décide. Diapositive suivante. On va passer sur celle-là également. Voilà. Là, vous avez le schéma qui vous montre exactement la trajectoire d'un médicament. Alors d'abord, avant l'autorisation de mise sur le marché, c'est l'évaluation du bénéfice par rapport au risque. Déjà, on a un indicateur, parce qu'évidemment, l'autorisation de mise sur le marché ne va pas être donnée à un médicament qui est plus négatif pour les personnes que les soins qu'il va amener. Si l'industriel le souhaite, à ce moment-là, il prépare un dossier, c'est une note d'intérêt thérapeutique, où il donne à la HAS tous les documents qui concernent la recherche clinique et tout au décours de ce qu'il a donné, donc va valider l'intérêt pour les Français à accéder à ce médicament. Ensuite, l'analyse de l'ACT, les services de la HAS vont réaliser l'analyse du dossier. Alors, le service de la HAS, ce sont les salariés, c'est-à-dire des experts internes qui vont vraiment donc, tout regarder et émettre un dossier qu'ils vont amener sur chaque expert de l'ACT. Il y a donc un document préparatoire qui est projeté et les experts donc auditionnent des experts externes, les contributions de patients. En tant que représentant des usagers, on a notre mot à dire et on est écouté par les autres experts avec un angle de vue totalement différent par rapport à eux. Et ensuite, on porte nous-mêmes les contributions des associations de patients qui sont également diffusées à chacun des experts. Ensuite, il y a une séance plénière où on discute entre nous, on auditionne, on regarde et on valide d'abord le service médical rendu, puis l'amélioration du service médical rendu, et ensuite, on donne l'avis qui est basculé au ministère, puis après, si le ministère valide, c'est le CEPS, Comité économique des produits de santé, dont M. Salle vous parlera, pour donner un prix donc, sur ce médicament. Diapositive suivante. Alors, on va parler du service médical rendu. Ça a un impact sur le médicament. Parce que d'abord, il y a des services médicaux rendus insuffisants. Ce n'est pas parce qu'un médicament a l'AMM qu'il est jugé utile pour la société. Alors, il faut bien raisonner en santé publique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un impact sur le nombre de patients qui vont être traités, une évaluation qui va être relative au nombre de patients. Si c'est une maladie rare, on va demander, on se contentera de données moins solides que sur une cohorte beaucoup plus large. Et il y a un débat qui est vraiment très ouvert sur tous les experts de l'ACT.
Alors, s'il y a un avis défavorable, eh bien, ce n'est pas pris en charge par l'assurance maladie et personne en France n'a accès à ce médicament. Il n'est pas au remboursement. Après, s'il y a un service médical rendu important, ça veut dire que pour la santé des personnes, eh bien, il est valable et que le niveau de preuve à mener, il est vraiment solide et donc là, il sera remboursé au taux de remboursement de 65%. Alors là, on parle du taux de remboursement assurance maladie et le reste du remboursement se fera avec la mutuelle. Ensuite, il y a des SMR modérés, ça veut dire que là, le niveau de preuve est quand même très moyen. Et là, c'est favorable au remboursement, mais avec un taux de remboursement à 30%. Et ensuite, il y a les SMR faibles, service médical rendu faible. Et là, le remboursement sera à 15%. Diapositive suivante. Alors oui, j'ai oublié de vous dire sur le service médical rendu, quand on a affaire à un niveau de maladie avec une gravité importante, quand ça concerne une maladie rare, on a possibilité de mettre un intérêt de santé publique adossé au service médical rendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accès est facilité pour les patients et que selon des critères, alors on n'agit pas selon notre bonne volonté, mais on répond à une doctrine et avec des critères d'évaluation et on évalue le médicament avec un algorithme décisionnel, ce qui fait qu'on peut discuter entre nous, on vote après, mais on répond quand même à certains critères. Alors après, dans un second temps, on regarde ce qui se passe dans les phases 3 de la recherche clinique qui nous sont proposées. C'est-à-dire la phase 3, c'est une étude comparative du nouveau médicament, donc de l'innovation, avec ce qui existe sur le marché, avec un comparateur pertinent. Alors là, il faut bien comprendre que là, c'est tout l'enjeu des laboratoires et de ce qu'ils nous proposent comme recherche clinique. Parce que si le médicament innovant est comparé à un médicament très ancien, eh bien, ça ne va pas être bien pris en compte, puisqu'on regarde le médicament qui est dans la stratégie thérapeutique, c'est-à-dire qui est utilisé par les hématologues régulièrement dans le cas de l'hémophilie, et on va comparer. Et si le médicament ne correspond pas aux dernières innovations, on ne peut pas le comparer. Donc, il prend un ASMR inexistant, c'est-à-dire une amélioration du service médical rendu inexistant. Après, il y a un autre cas, c'est-à-dire qu'il y a des recherches cliniques qui sont concomitantes. Alors, si elles sont concomitantes, parfois le comparateur, c'est-à-dire la comparaison de l'innovation avec celui qui est utilisé, ne peut pas être faite parce qu'il va y avoir une innovation qui va être sortie juste au moment où la recherche clinique de l'autre médicament arrive sur le marché. Alors là, on en tient compte et on estime que le comparateur est pertinent. Et ensuite, si le comparateur est pertinent et que dans la comparaison, on a la preuve que le service médical est bien supérieur au comparateur, alors là, on met un ASMR 2, un ASMR 1, c'est très très rare quand même, voire un ASMR 3, qui génère deux conséquences. D'abord, le laboratoire, on va le voir après avec le CEPS, pourra négocier un prix supérieur. Ensuite, ASMR 4, le prix devra être égal au comparateur et ASMR 5 inférieur aux médicaments utilisés avec le comparateur. Diapositive suivante. Alors oui, alors donc là vous avez ASMR 1, 2 et 3, c'est la garantie sur le prix européen. Je parle du prix facial. ASMR 4, c'est ce que je vous ai dit, le prix, c'est pas de surcoût global, donc on s'aligne avec le comparateur. Et amélioration du service, diapositive suivante, de niveau 5, à ce moment-là, c'est un prix inférieur au comparateur le moins cher. On passe sur celle-là. Donc, on va voir nos actions en tant qu'association de personnes malades et la représentation des usagers, à quoi ça sert. Alors d'abord, on a une voie qui est utile puisqu'on a 3 postes qui sont à l'ACT sur à peu près une vingtaine d'experts, 2 titulaires qui ont un droit de vote, qui porte un vote, et un suppléant qui est là pour remplacer en cas d'absence des titulaires, mais qui peut participer à toutes les sessions de la commission de transparence. La contribution,
avec un formulaire qui est sur le site des associations de personnes malades et ces contributions sont utiles. Elles sont portées par les 2 représentants des usagers et on va voir après comment elles sont prises en compte. Il y a des auditions possibles, alors très peu avec la commission de transparence parce qu'on est avec des délais imposés, je ne les ai pas mis là, mais on a des délais de plus en plus courts et le niveau de travail est très important. Si on voulait vraiment s'acculturer sur tous les médicaments, on passerait toute la semaine à travailler pour la session qui est je dirais, c'est tous les 15 jours et parfois il y en a 3 par mois. Donc, c'est très, très dense comme travail. Et ensuite, il y a la synthèse par le membre représentant des usagers lors de l'examen du dossier qui porte la contribution des associations de patients. Alors là, on va voir comment les contributions d'associations sont prises en compte. Alors, si la contribution est vraiment portée par l'association, avec vraiment un appui sur le fardeau de la maladie. Parce que là, je n'en ai pas parlé, mais dans les contributions, dans l'évaluation du médicament, la qualité de vie est très peu prise en compte dans l'évaluation d'un médicament, sauf si l'entreprise du médicament propose des échelles de qualité de vie dans sa recherche clinique. Alors, il y en a de plus en plus qui en proposent, mais hélas, ce n'est pas la majorité. Donc, en fait, quand on insiste sur le fardeau de la maladie, ce que vivent les personnes malades, ce que vivent leurs maladies, les dégâts et les effets indésirables liés à la maladie, le fardeau social, les pertes d'emploi, ça a un impact sur les experts, sur les proches, sur la façon de vivre. Ensuite, c'est l'expérience avec les médicaments existants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vit avec les médicaments, quels sont les effets indésirables, qu'est-ce qui pourrait être amélioré avec le nouveau médicament qui est évalué, les bénéfices et les inconvénients de vivre avec le médicament qui est actuellement dans la stratégie. Et si on a l'expérience du médicament évalué, bien sûr, c'est très porteur parce que si, normalement, quand il y a des autorisations temporaires d'utilisation, c'est-à-dire avant d'avoir l'AMM, on a un accès en France qui est spécifique et qui n'existe qu'en France, c'est que avant d'avoir l'AMM, sur des projets de recherche, quand on a des niveaux de preuve qui montrent qu'il y a un effet sur les personnes qui sont dans les protocoles de recherche clinique, le laboratoire peut donner une autorisation temporaire d'utilisation et le médicament est mis à disposition soit en cohorte après la recherche clinique, soit individuellement. Alors pour une ATU de cohorte, il faut que ce soit le laboratoire qui le demande. Pour un ATU individuel, ce sont les médecins qui le demandent à la NSM. Et donc, on a, dans cette expérience du médicament évalué avant l'évaluation de l'AMM et avant l'évaluation à la commission de transparence, le suivi de ces personnes malades, et on peut recueillir l'évaluation de leurs effets indésirables, la tolérance du médicament et bien sûr les bénéfices qu'ils en retirent et comparer avec les médicaments existants. Et ça, je dirais, j'insiste là-dessus, c'est très peu fait en réalité et c'est essentiel pour évaluer les médicaments. Et je dirais, ça fait partie un petit peu de la phase 4 de la recherche clinique, c'est-à-dire c'est la vie réelle du médicament. Parce que quand on est sur des phases 3, les inclusions sont faites avec des normes, c'est parfois international, c'est parfois avec un niveau d'âge qui ne correspond pas aux personnes qui auront accès aux médicaments après, et il y a des biais d'analyse. Alors que quand c'est avec une ATU en France, avec une population qui correspond à ceux qui auront accès aux médicaments après le remboursement et l'évaluation de l'ACT, c'est très important que les associations de patients recueillent ces données. Par contre, il y a aussi un autre lien, là, c'est les liens d'intérêt. Alors ça, c'est très important. Quand on siège à l'ACT, la commission de transparence, et qu'on est un expert, on a une déclaration donc à faire sur les liens d'intérêt. Elle est publique, c'est une DPI, déclaration publique d'intérêt. Elle est publiée sur transparence.gouv, c'est le site, et vous avez toutes les déclarations publiques d'intérêt. Et quand il y a un expert qui est en lien, c'est-à-dire qui a reçu des financements
d'un laboratoire, il doit sortir lors de l'évaluation du médicament s'il a reçu un financement du laboratoire qui demande l'évaluation à la commission de transparence. C'est pareil pour les associations. Alors, le profil des associations qui contribuent, ce n'est pas limité aux associations agréées du système de santé, c'est ouvert à toutes les associations. Par contre, il y a une obligation de déclaration des liens d'intérêt avec les laboratoires. Et là, c'est vrai qu'on présente toutes les contributions, mais que si il y a des gros liens d'intérêt, évidemment, comme les experts, je vous l'expliquais, reçoivent les contributions des associations avant la plénière de la commission de transparence, ça, c'est absolument pris en compte pour relativiser la contribution des associations. Mais même s'il y a des liens d'intérêt, le fardeau de la maladie est pris en compte et même l'expérience avec le médicament évalué est prise en compte. Par contre, si l'association prend les résultats de recherche du laboratoire et fait un copier-coller de ces résultats de recherche dans la contribution, bien évidemment, comme le dossier de recherche scientifique, nous l'avons par le laboratoire qui l'a fourni à la commission de transparence, bien évidemment, ça relativise aussi l'importance de la contribution des patients. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie et donc je redonne la parole à Thierry Lambert. Donc oui, merci pour avoir décortiqué cette difficile question de qui fait quoi et de l'HAS et de la commission de transparence. Moi, j'en retiens que déjà, le principal effet, c'est d'étudier l'efficacité, la sécurité et le progrès apportés par un médicament à partir de données cliniques totalement objectives des résultats qui sont fournis, que ça étudie aussi l'amélioration, ce qui est un point extrêmement important. Et je suis très sensible aussi au fait que vous ayez beaucoup parlé de ce qui est le vécu. J'ai vu une question sur le chat relative, est-ce que la qualité de vie elle est prise en compte? De plus en plus d'entreprises, effectivement, mettent des questionnaires de qualité de vie dans leurs études cliniques de phase 3. Et puis, des fois, on se rend compte que finalement, ces questionnaires de qualité de vie sont relativement peu performants pour apprécier réellement les choses. Et à cet égard, la contribution des associations de patients qui, eux, ont vécu les choses me paraît effectivement extrêmement importante. Maintenant, il faut voir comment ça va s'articuler et ça va s'articuler ou être en parallèle avec l'évaluation économique que va nous décrire Jean-Patrick Sall. Ce que je retiens aussi, c'est qui peut parfois poser problème dans les maladies rares, c'est cette question des liens d'intérêt. Dans les maladies rares, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui n'a pas de lien d'intérêt parce que généralement, les experts sont peu nombreux et je vois qu'il y a une différence entre la façon dont sont considérés les liens d'intérêt des professionnels et des associations, puisque pour les professionnels, ceux qui ont un lien d'intérêt sont exclus de l'expertise. Pour les associations, le rapport est quand même possible. Je pense que c'est raisonnable que l'apport des associations soit possible parce que c'est indispensable et ça manque beaucoup dans le paysage global de l'évaluation des médicaments avant l'AMM. Maintenant, c'est Jean-Patrick Sall qui va nous éclairer sur les aspects de régulation, si on peut dire, économique et d'attribution des prix des médicaments. Merci Thierry. Bonjour à tous. D'abord, un grand merci aux organisateurs, d'une part pour l'invitation et puis pour avoir réussi à maintenir cet événement dans les conditions d'aujourd'hui, ce qui est une performance et je trouve que ça se passe remarquablement bien. Alors, je vais partager mon écran. On va reprendre cette trajectoire du médicament en insistant sur plusieurs choses et on va passer du temps sur cette diapositive. Donc, vous voyez qu'il y a cette filière entre l'Agence du médicament, la HAS et le CEPS. Il faut avoir conscience que cela n'a pas toujours été comme ça. Et c'est peut-être sur ce point-là que je voudrais intervenir avant tout pour expliquer quel intérêt on a trouvé finalement au fil du temps à ce que une telle séquence s'installe. Et je parle de séquence parce que ce ne sont pas des éléments qui se doublonnent. Chaque structure travaille et se nourrit de la contribution précédente. C'est-à-dire que la HAS que vous a décrite Catherine
travaille sur un produit qui a une AMM, dont l'indication est définie, dont l'autorisation est délivrée. Et nous-mêmes, nous allons travailler sur les avis scientifiques de la HAS qui dépeignent la valeur du produit par rapport à ce qui existe, les conditions de prescription, les niveaux de valeur, le SMR, etc. Donc en fait, c'est une complémentarité qui existe dans cette succession et ce n'est pas une redondance. Qu'est-ce qui se passait avant? Avant, la commission de la transparence, elle était au ministère de la Santé. Le prix du médicament, il était signé au niveau du cabinet du ministre de la Santé. Et c'était, je ne veux pas dire que c'était trouble, mais en tous les cas, c'était extrêmement compliqué. Et dans les années, à la fin des années 90, en 98, ont été créées des agences. Et vous voyez que ça se situe quelques années après l'affaire du sang contaminé, qui a consisté à créer des établissements qui allaient être responsables, et je l'ai marqué en gros sur la diapositive, de l'expertise scientifique. Et une des ambitions était de distinguer les prises de décision qui relèvent du politique de l'expertise qui devait répondre à un certain nombre d'exigences. On en a dit un mot tout à l'heure, hein, il y a l'indépendance, il y a le caractère pluriel, il y a le fait qu'il faut que ça soit scientifique. Et donc les agences, ANSM, et plus tardivement encore la HAS, sont nées de ça. Donc la commission de la transparence, elle est sortie du ministère pour aller à l'agence du médicament. Et en 2004, elle est sortie de l'agence du médicament pour aller à la HAS. Et le CEPS, c'est un peu la même chose. Il y avait un comité du médicament qui était dans les murs du ministère de la Santé et qui envoyait des propositions de prix au ministre qui les signait. Et dans les années 90, toujours dans cette logique de séparer une instruction et une décision, et puis aussi de protéger et de donner de la solidité juridique aux décisions qui sont prises, le comité interministériel a été créé et il doit rendre compte à plusieurs ministres, que sont le ministre de la Santé, le ministre de l'Économie et des Comptes Publics, le ministre de l'Industrie, et on a aussi d'autres membres dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc voilà, ce n'est pas un schéma stable, c'est un schéma qui a évolué, et ce n'était pas il y a si longtemps, hein, ça a commencé dans les années 80 et 90. En matière de prix, on a une particularité en France, on a deux particularités. La première, c'est que le prix est administré, c'est-à-dire que c'est l'État, in fine, qui décide le prix. Il y a un acte légal derrière, qui est une publication au journal officiel. La deuxième caractéristique, c'est qu'il est négocié, c'est-à-dire qu'il résulte d'un contrat pour tous les produits, sauf certains produits hospitaliers, on pourra en dire un mot, mais pour tous les produits entre une entreprise et l'État. Et on peut se demander pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça parce que le seul fait d'administrer le prix, c'est-à-dire que ce soit l'État qui décide du niveau de prix, ça n'a pas empêché les dépenses de croître. Dans les années 80, les dépenses croissaient de 5 à 10% par an, et en particulier les dépenses de médicaments. Et donc, l'idée, dans les années 90, à la même époque qu'est né le concept de maîtrise médicalisée, par exemple, ça a été d'essayer d'impliquer les industriels dans le développement de la dépense. Et donc, en clair, d'essayer de maîtriser une dépense par une contractualisation sur des volumes de vente. Et l'idée de contrat est arrivée à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va écrire que le prix d'un produit va diminuer s'il y a de nombreuses boîtes qui sont vendues, s'il y a certaines circonstances qui sont réunies. Et on a construit, en fait, une machine à faire baisser les prix, soit du fait des volumes, soit dans le temps, quand un produit vieillit, avec l'apparition des génériques, avec l'apparition de concurrents, etc. C'est extrêmement important de comprendre pourquoi on a recours à ce système de contrat, alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus rare. Deuxième particularité de notre système, c'est la séparation qui a été voulue entre la HAS qui décide de l'inscription au remboursement, c'est-à-dire qui dit ce produit peut être financé par la collectivité, même si c'est le ministre qui prend la décision derrière, c'est la HAS qui fait la proposition de cette décision, et puis la fixation du prix. C'est-à-dire qu'en gros, on accepte de prendre un produit au remboursement sans du tout savoir combien il va coûter. Et c'est une décision c'est assez contre-intuitif.
normalement, quand quelqu'un décide d'un achat, la première des choses qu'il analyse, c'est combien ça va lui coûter, quels besoins il en a, quels bénéfices il en attend, mais les dimensions sont relativement intriquées. Là, les dimensions sont séparées. Et dans les autres pays, ça ne se passe pas forcément comme ça. La régulation, elle est faite d'emblée sur le niveau de prix demandé ou l'efficience, c'est le cas au Royaume-Uni. Et il peut y avoir des pays qui inscrivent tous les produits directement, sauf qu'ils ne les remboursent pas forcément. Et c'est en fait l'assureur, quel qu'il soit, que ce soit une assurance publique, type assurance maladie, ou des assureurs privés, par exemple, comme aux États-Unis, qui, eux, vont trier, en fait, ce qu'ils remboursent ou ce qu'ils ne remboursent pas. Donc voilà comment on peut connecter les propriétés de notre système, si vous voulez, aux organisations qui contribuent à le mettre en œuvre. Alors, pour rentrer plus précisément dans le prix, vous avez dit tout à l'heure qu'on faisait une évaluation économique. Alors, je voudrais introduire une nuance parce qu'il y a aussi une commission économique à la HAS qui ne fait pas la même chose. La commission économique et de santé publique de la HAS, elle vise à établir l'efficience d'un produit. Donc, c'est une analyse scientifique sur des données, sur des modèles qui permet d'établir, pour être très, très schématique, un rapport qualité-prix. C'est-à-dire, c'est l'avantage de santé que l'on obtient en dépensant telle somme. Et c'est les euros par quali dont vous avez peut-être entendu parler. C'est avec ça que les Anglais, par exemple, gouvernent l'entrée d'un produit dans le remboursement ou pas. Nous, on fait plutôt une analyse de marché. C'est-à-dire qu'on observe pour un produit les coûts de la concurrence et notamment les coûts des comparateurs qui sont cités dans l'avis de la Commission de la transparence. Donc, j'essaye de faire une nuance entre ce qui est médico-économique et qui est à la HAS et ce qui est plus particulièrement tarifaire et ce qui est caractéristique de marché et qui est plutôt chez nous. Et vous voyez un dernier point sur cette diapositive, c'est que tant l'ANSM ou le MA, je ne suis pas rentré dans cette distinction, Catherine vous l'a expliqué, qu'à la HAS, on a une expertise scientifique. C'est-à-dire que les membres des commissions sont des experts dans leur domaine, y compris quand ce sont des patients experts. Ils se prononcent en leur nom propre et on est attentif à leurs liens d'intérêt et on vous a expliqué comment. Le CEPS, lui, est un comité qui réunit des représentants d'administration et de caisse. C'est-à-dire que les 10 membres du CEPS sont des fonctionnaires ou apparentés qui ne défendent pas leur propre point de vue, mais le mandat de leur administration, de leur direction d'administration centrale ou de leur caisse. Pour revenir sur la composition du CEPS, il y a donc des représentants du ministère de la Santé, c'est-à-dire le directeur de la Sécurité sociale et le directeur général de la Santé, un représentant de la direction générale des entreprises, qui représente Bercy, un représentant de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, qui est attentif à l'égalité de traitement et à la concurrence dans les sujets, 3 représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie, un représentant des organismes complémentaires, l'UNOCAM, et ce sont ces 8 représentants, avec le président Philippe Bouillou aujourd'hui et le vice-président moi-même, qui délibérons sur les sujets, mais chacun défendant la position de son administration. Ceci étant dit, on peut passer peut-être à la diapo suivante. L'autre caractéristique du prix en France, qui n'est pas utilisé par tout le monde, c'est qu'on dit que le prix d'un médicament est lié à sa valeur thérapeutique. Et c'est extrêmement important. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 70, on s'attachait beaucoup aux coûts de production. Et on s'est aperçu que les coûts de production, en fait, un industriel peut les orchestrer exactement comme il veut. C'était très valable quand la majorité des médicaments étaient entièrement fabriqués en France. On pouvait à la limite avoir une approche un petit peu rigoureuse de ces coûts, mais à partir du moment où le système a été mondialisé et qu'un médicament peut faire
en caricaturant peut-être le tour du globe avant d'arriver dans votre armoire à pharmacie, il n'est plus possible de déterminer des coûts de production qui sont réels ou qui correspondent à quelque chose. Donc les coûts de production, c'était très inflationniste. Je précise ce point parce que c'est souvent une critique qu'on entend en disant si on payait les médicaments à leur coût de production, ils seraient moins chers. En fait, l'industriel peut leur faire ce qu'il veut à ces coûts de production. Donc, ce n'est pas du tout évident que ça soit moins cher de cette façon. Donc, ce à quoi on s'attache, c'est avant tout la valeur thérapeutique. Et le reflet de cette valeur thérapeutique, c'est l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu, définie par la Commission de la transparence. Je vous ai parlé tout à l'heure de sécurité juridique. Notre activité est très fortement encadrée, à la fois par la loi, à la fois par des décrets, à la fois par des orientations données par les ministres et par un accord cadre. Donc en fait, les critères de prix, les critères de fixation du prix du médicament, ils sont dans la loi. C'est le niveau d'ASMR, le prix des comparateurs, les volumes et quand ils existent, les avis médico-économiques qui ne sont pas systématiques. La façon dont on manipule ces critères sont définis à la fois dans l'accord cadre et dans notre rapport d'activité où on fait état d'une doctrine qui est publique, n'importe qui peut la lire, n'importe qui peut savoir comment on raisonne et comment on fait. Les mandats qui nous sont donnés par le gouvernement sont aussi publics puisqu'ils sont rédigés dans des orientations ministérielles et cette lettre que reçoit le président du CPS tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans est elle aussi publique et vous la trouvez dans le rapport d'activité ou sur le site du ministère de la Santé. Quand on fait baisser des prix, la quantité d'économies qu'on doit faire est fixée tous les ans dans la loi de financement de la sécurité sociale. Ça a été fait encore dans la loi qui est en discussion en ce moment même au Sénat. Les documents sur lesquels on travaille, je vous l'ai dit, c'est l'avis de la Commission de la transparence et éventuellement l'avis de la Commission économique et de santé publique. Ces documents sont publics. Nos décisions sont publiques puisqu'elles sont publiées au journal officiel et la régulation, c'est-à-dire la totalité de l'action qu'on a sur la dépense de médicaments, que ce soit pour la faire gonfler en faisant rentrer de nouveaux produits ou pour la faire dégonfler en faisant des baisses de prix et des remises, est publiée dans le rapport d'activité annuel. Et finalement, le seul élément qui est confidentiel, ce sont les remises, les clauses de remise que l'on a sur certains produits. Ces clauses de remise, il faut bien comprendre qu'elles sont rares. Elles touchent les derniers produits arrivants, c'est-à-dire qu'on a environ, pour tous les produits remboursés, quelque chose comme 4 000 contrats, et il n'y en a que 5% qui ont des remises. Et parmi ces 5%, il n'y en a que 3,5% qui véritablement se déclenchent, parce qu'on peut très bien prévoir des remises au cas où les ventes déraperaient, et comme les ventes ne dérapent pas, il n'y en a pas. Donc l'information que je vais vous faire passer, c'est que dans 97% des cas, pour les médicaments que vous prenez, que vous achetez, le prix qui est marqué dessus est le vrai prix. Et donc j'insiste là encore là-dessus pour essayer d'atténuer cette idée d'opacité qui est souvent reprochée au système de fixation de prix, alors que ce que l'on est prêt à reconnaître, c'est qu'il est compliqué, il est complexe, c'est vrai, mais il n'est pas opaque. Et qui plus est, ces clauses confidentielles, elles sont sous le contrôle de la Cour des comptes, qui tous les ans étudie la façon dont on calcule les remises, si elles correspondent bien à nos accords, si nos accords sont conformes aux orientations des ministres et à ce qui est écrit dans la loi. Et depuis maintenant 3 ans, il y a également un accord cadre usager où on a 1 à 2 comités d'interface par an avec France Asso Santé et des associations et la création d'un droit d'audition au niveau du CEPS qui est un peu différent de celui de la HAS parce qu'il n'y a pas de contribution écrite, mais c'est l'association qui est auditionnée par le comité en séance plénière et il y a environ 2 à 3 auditions par an. Et c'est d'ailleurs l'AFH qui avait inauguré le processus il y a quelques années. Voilà ce que je voulais vous dire sur les fondements, si vous voulez, de la fixation du prix. On va aller beaucoup plus vite sur, en pratique, comment on fait, parce que, diapositive suivante,
Pour les plus vieux d'entre nous, vous allez retrouver des schémas dignes des Shadocks, mais on va essayer de simplifier ça. C'est un processus qui est assez simple finalement, mais qui prend du temps. Qu'est-ce qu'on a sous la main? On a une entreprise qui revendique un prix, et puis on a une HAS qui nous fournit un avis de la Commission de la transparence. Je mets de côté l'avis CESP parce que ce n'est pas le plus fréquent. Et l'avis de la Commission de la transparence, il nous donne tous les éléments dont on a besoin et qui sont décisifs pour le prix. Il nous donne l'indication, qui n'est pas forcément exactement la même que celle de l'AMM, elle peut être un peu plus restreinte. Il nous donne les comparateurs, il nous donne le niveau d'amélioration, c'est-à-dire la SMR, et il nous donne la population cible, c'est-à-dire les volumes dans lesquels l'industriel finalement doit faire ses prévisions de vente. Et là, notre activité est toujours la même. On choisit des comparateurs. Pour les choisir, on a des orientations ministérielles qui nous disent il faut prendre les plus chers, les moins chers, etc. On regarde leur prix ou leur tarif et on détermine avec ça le coût de traitement. Le coût de traitement, c'est une espèce de moyenne qui correspond à la prise en charge de la pathologie avec un produit donné. Si on raisonne hémophilie, ça serait la consommation moyenne de facteurs d'un patient sur une année qu'on ramène à un coût de traitement journalier, un coût de traitement mensuel ou un coût de traitement annuel. Une fois qu'on a ce coût de traitement de référence, ça nous donne l'ancrage. Et on a en face un produit dont la HAS nous dit il est mieux, il est pareil, ou à peine mieux, c'est la SMR 4, ou il est non inférieur, c'est la SMR 5. Et ça, il y a un petit détail important, hein, la SMR 5, généralement, c'est des études de non-infériorité. Et une étude de non-infériorité, c'est un mauvais nom. Ça veut dire que c'est une étude qui montre qu'il y a une borne d'infériorité acceptable qui n'est pas atteinte. Et donc, la notion d'équivalence au travers des études de non-infériorité, c'est en fait une acceptation d'une infériorité potentielle. Il faut bien avoir conscience de ça pour expliquer le fait que nous, on cherche à avoir derrière les ASMR 5 des prix moins élevés. Donc, on part de ce coût de référence, on le majore quand c'est des innovations, on le conserve quand c'est des innovations mineures type ASMR 4 et on le diminue quand c'est des ASMR 5. Ça nous donne un prix qui peut être soit le prix net et le prix facial de l'industriel, soit si l'industriel a des revendications supérieures en niveau de prix, on va lui dire on veut bien vous donner un prix facial plus élevé, mais pour nous, la dépense restera la même. Et donc, on distingue, je vois qu'il y a une question là-dessus, qu'est-ce que le prix facial? On distingue un prix facial qui est, si vous voulez, l'étiquette, et le prix net qui correspond à la véritable dépense pour l'assurance maladie. Et pour rejoindre les deux, on rédige des clauses conventionnelles, c'est-à-dire des accords qui disent comment on va repasser du prix facial au prix net, par quel système. On a plusieurs systèmes de remise. Ça peut être une remise à la première boîte. Hein. La remise à la première boîte, c'est le discount que vous avez avec une carte Fnac. Ça peut être des clauses volume. Les clauses volume, c'est le 3e pot gratuit quand on en a acheté 2. Hein. On diminue le coût avec le volume vendu. Ça peut être des choses beaucoup plus compliquées. Il y a un exemple que je cite toujours parce qu'il est quasiment public, mais ça peut être des clauses de posologie ou de durée de traitement. Pour mémoire, dans les traitements de l'hépatite C, vous vous souvenez qu'ils avaient, en fonction de la nature de l'affection, il y avait des durées de traitement différentes. Et nous avons considéré que la cure d'hépatite C, quelle que soit la gravité du malade, devait coûter la même chose. Donc, on a des clauses qui permettent de ramener toutes les dépenses à 8 semaines de traitement. Donc, vous voyez, c'est des contrats qui peuvent être assez compliqués parce que derrière, il y a un calcul à faire, des données à recueillir pour ramener la dépense à 8 semaines. Et enfin, une fois qu'on a trouvé un accord sur ces conditions de prix, on publie ça au journal officiel et c'est ce qui permet aux officines d'afficher un prix, aux hôpitaux d'acheter le produit sur la liste en sus, etc. Si on peut passer à la dernière diapositive, mais si j'ai été trop long, vous me le dites et on abandonne cette diapo parce qu'elle n'est pas forcément très intéressante, mais je vais aller vite. Quand je vous ai dit, on fixe des prix, mais notre principale fonction, c'est aussi d'essayer de maîtriser la dépense et de les faire baisser et de les fixer le moins haut possible. Donc, cet ensemble, cette entreprise de contenir la dépense, ça s'appelle la régulation. Et finalement, on est plusieurs à faire ça.
si on parle de la petite gélule qui est au milieu du schéma et cette espèce d'oignon à plusieurs couches, au début, le premier élément de régulation, c'est de savoir si on rembourse ou pas, c'est le SMR. Ensuite, le deuxième élément de régulation, c'est qu'il faut apprécier le médicament à sa juste valeur, c'est-à-dire dire exactement en quoi et comment il représente un progrès par rapport à ce qui existe. On essaye de traduire ça dans des accords de prix les plus bas possibles. Il y a beaucoup de produits qui ont bénéficié d'accès dérogatoire, c'est ce qu'on a appelé les ATU. Catherine vous en a dit un mot tout à l'heure. Pendant l'ATU, l'industriel demande le prix qu'il veut. Donc, c'est généralement pas le prix auquel nos accords finaux aboutissent. Donc, il y a à ce moment-là une procédure de remboursement de toute la différence entre le prix net et le prix qu'a demandé l'industriel pendant la phase d'ATU. C'est important, ça veut dire que finalement, quand vous prenez un produit qui a été en ATU, une fois qu'il arrive sur le marché et qu'on a conclu un accord de prix, ce remboursement va faire que pendant toute la période, depuis la première boîte vendue, le produit va avoir entraîné la même dépense pour l'assurance maladie. Ensuite, on va essayer de faire baisser les prix par différents mécanismes, dont le principal est celui de la perte de brevet, c'est-à-dire ce qu'on va décoter quand arrive un générique ou un biosimilaire. Et puis, chaque année, on fait des plans de baisse de prix pour aller chercher des produits et diminuer leur prix. Et c'est en faisant baisser le prix de ces produits anciens qu'on arrive à financer globalement les nouveaux produits qui arrivent. Et puis, si jamais on dérape, c'est-à-dire si les dépenses annuelles dépassent un certain montant, il y a un mécanisme législatif qui s'appelle la clause de sauvegarde et qui vient écrêter le surcroît de dépenses et qui représente, si vous voulez, une sorte de filet de sécurité à la régulation. Donc, si on met la dernière diapo, l'histoire naturelle d'un prix, c'est de baisser. Donc, au début, il y a un prix d'entrée. Au fil des années, quand il y a des remises, on les transforme en baisse de prix. Quand des concurrents arrivent, on va faire en sorte que les concurrents rentrent moins cher et on va faire baisser le produit le plus cher. C'est ce qu'on appelle la cohérence des prix. Et puis, à un moment ou à un autre, le brevet va disparaître. Il va y avoir une décote pour l'arrivée des génériques. Et ensuite, ce que l'on appelle une convergence, c'est-à-dire qu'on va faire converger le prix du princeps et le prix du générique. Pour vous donner un ordre de grandeur, là, c'est une base 100, mais si les médicaments qu'on a tous connus, qui sont les inhibiteurs de la pompe à protons dans les ulcères, ça a commencé dans les années 90-2000 à des prix de l'ordre de plusieurs euros, équivalent euros du comprimé, et on est aujourd'hui à 15 centimes du comprimé. Donc voilà, il faut comprendre que derrière ça, il y a un modèle économique de l'industrie pharmaceutique, qui accepte aussi qu'il y ait des prix qui baissent à cause de la concurrence, à cause de l'ancienneté, et qui va aussi se rattraper sur des produits plus récents. Voilà ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas eu le temps, je suis désolé, tout en parlant, de lire les questions sur le chat, mais je laisse notre animateur dire ce qu'il faut faire. C'est ça. Non, mais c'est très bien. Merci beaucoup, Monsieur Salle, pour cette présentation. Merci aussi à Catherine Simonin pour la présentation sur l'application des patients au niveau de la HS. Alors, on a bien compris, complexe, pas opaque au niveau du CEPS, mais complexe. La FH, où se situe-t-elle? Donc, Guillaume Janin va nous expliquer un petit peu pourquoi la raison de la création du groupe de travail médicaments, parce que donc on peut dire que ces dernières années, on a été un peu étonné par le développement de nouvelles molécules, mais qui ne correspondent pas toujours avec une accessibilité aux patients. Guillaume? Oui, merci Nicolas et merci de me laisser intervenir sur le sujet. Je m'appelle Guillaume Janin, je suis patient ressources et puis membre du groupe de travail médicaments. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu la place et le rôle de l'AFH dans cet écosystème assez complexe. Pour répondre un petit peu à toutes ces questions, a été créé un groupe de travail assez récemment, il y a 2 ans, qui était à l'intermédiaire entre 2 groupes de travail historiques. D'un côté, le groupe de travail recherche
qui, entre autres, suit les molécules en cours d'essai clinique et en cours de phase de recherche et de développement, suit l'état de l'art de la recherche et vous voyez leurs travaux régulièrement par leurs actions de vulgarisation auprès des passants sur les connaissances des traitements, de ces nouveaux traitements. Et puis d'un autre côté, il y a le travail, le groupe de travail plaidoyer de santé publique, qui traite aussi énormément de sujets, dont l'organisation des soins, l'organisation de l'hôpital, les parcours de santé, la sécurité des traitements et beaucoup d'autres sujets. Et donc, le groupe médicaments regroupe des membres de ces deux autres groupes de travail afin d'assurer une forte expertise et des multicompétences sur différents types de sujets. On retrouve dans ce groupe de travail chercheurs, médecins, des experts du plaidoyer, de la santé publique, des volets médico-économiques et puis bien sûr aussi des patients. Ce groupe a pour ambition de représenter les patients à un niveau d'expertise aussi important que celui des praticiens auprès des différentes instances décisionnelles que sont la HAS, le CEPS ou le ministère de la Santé. Mais cette expertise, bien évidemment, ne se fonde pas sur l'aspect clinique ou l'aspect économique pur, mais bien évidemment sur l'expertise des patients. Donc, pourquoi il y a 2 ans, l'AFH a décidé de créer ce groupe de travail? Eh bien, la raison principale, c'est, on l'a pu le voir au début de ce congrès, on le sait, pendant des années, on a vu se développer de nombreuses molécules en phase de recherche et développement, et les premiers traitements depuis quelques années arrivent, ont reçu leur AMM, souhaitent pouvoir être commercialisés en France. Et ces molécules, aujourd'hui, posent de nouvelles questions qui nous obligent à nous remettre, ou en tout cas à changer notre manière de travailler. Pourquoi elles posent de nouvelles questions? Il y a deux choses, on va dire. Déjà, parce que sur les 3 dernières années, et a priori sur toutes celles à venir, ces nouvelles molécules apportent des gains thérapeutiques beaucoup plus importants que ce qu'on a pu voir sur les 20 dernières années. Depuis les années 80, on est sur une amélioration du traitement de substitution, le rendre plus sûr. On est passé donc du plasmatique au recombinant et jusqu'à les premiers essais de demi-vie allongée il y a 5 ou 6 ans. Les traitements ont surtout été l'arrivée sur le marché de molécules assez similaires. Ces nouvelles thérapeutiques, aujourd'hui, on doit se poser la question comment on peut déterminer le coût de ces nouveaux traitements, comment valoriser l'innovation sans accepter non plus n'importe quel prix. Et puis, si on regarde au bout, commencer à se poser la question d'un Graal, comment évaluer le coût d'un traitement unique qui guérirait entre guillemets. Et puis la deuxième chose, c'est finalement ces nouveaux traitements apportent une deuxième spécificité, c'est que les stratégies thérapeutiques se diversifient aujourd'hui. Comme je le disais, on est passé de traitements simples de substitution à des durées d'action plus longues, à des traitements non substitutifs avec des interactions entre les molécules. Et donc, on doit aussi se poser la question de comment adapter ou faire adapter le système de soins pour accompagner le patient vers ces nouveaux traitements, pour que tous ces nouveaux médicaments soient en accord avec les besoins en sécurité, en amélioration de qualité de vie pour le patient, et non uniquement sur les volontés de l'industriel qui a investi de l'argent et qui a innové. Donc on peut penser à la méthode de délivrance, on va se poser des questions en termes d'éducation thérapeutique. Et aujourd'hui, en 2020,
ça a été dit au début, de manière concrète, la principale question et les principales difficultés qu'on a, c'est l'AMM n'est pas égale à une mise sur le marché. En fait, finalement, elle ne veut pas dire que le patient a accès au traitement pour deux raisons. Soit parce que la molécule a une AMM mais pas de remboursement, donc il n'y a pas d'accès ou un accès extrêmement compliqué, ou parce que les négociations de prix sont extrêmement longues, voire n'aboutissent pas. Ainsi, le groupe de travail médicaments cherche sans cesse à mieux comprendre le mécanisme complexe que constitue l'arrivée de ces thérapeutiques sur le marché français pour permettre l'accès aux patients à ces traitements potentiellement innovants, mais aussi sans mettre en péril le système de santé dont on a besoin. Ça veut dire sans cesse essayer de comprendre quel levier on peut avoir sur chacun des acteurs de la chaîne, puisque comme vous avez pu le comprendre, la HAS, le CEPS ne se penchent pas sur les mêmes questions. Alors, quels sont les outils et les méthodes que l'on a dans ce groupe de travail? Et bien finalement, c'est aussi en fonction de l'acteur qu'on va avoir en face. Donc, vous l'avez pu le voir, l'AFH a participé à quelques contributions pour la HAS, c'est-à-dire à monter un dossier assez complexe, assez technique, construit à partir d'interviews de patients pour faire remonter les besoins des patients vis-à-vis d'une nouvelle molécule. Concernant le CEPS, là aussi, si vous avez bien compris, il n'y a pas d'association de patients au sein du CEPS, contrairement à la HAS, mais l'AFH a déjà été éclairée sur certains sujets. Pourquoi on l'a entendu, le credo du CEPS, c'est que le prix n'est pas basé sur le coût de production, mais uniquement sur la valeur ajoutée pour les patients, la valeur ajoutée thérapeutique. Et finalement, la défense de cette valeur ajoutée pour les patients est aujourd'hui un des rôles principaux de l'AFH et d'une association de patients. Donc, on a vraiment un intérêt de porter ce message auprès de cet instant décisionnaire, et nous avons eu par le passé, nous avons pu proposer des études assez poussées et techniques pour montrer nos positions sur ces sujets-là. Le troisième grand acteur qu'on peut être amené à rencontrer, c'est le ministère de la Santé, avec, on va dire, deux grandes parties sur les sujets principalement techniques, les deux directions générales de la DGS et de la DGOS. Et puis, quand les sujets sont un peu plus politiques, il peut arriver que le président de l'AFH ou le directeur rencontre directement le cabinet de la ministre. Et puis enfin, ce groupe de médicaments a une très très forte interaction finalement avec les industriels. Aujourd'hui, c'est 14 industriels qui sont en contact avec l'AFH sur l'intégralité des molécules qu'on voit arriver sur le marché. Pour arriver à un niveau d'expertise suffisant sur ces sujets et pour être audible auprès des instances, il y a beaucoup de travail et d'aides qui nous sont apportées. Tout d'abord, il y a beaucoup de veille scientifique sur les modèles médico-économiques provenant d'établissements de recherche ou des partenaires associatifs européens, internationaux, par exemple sur les stratégies de traitement, les modèles de coûts, de risques, l'évaluation des qualités de vie des patients. Tout ceci est suivi par le groupe pour permettre d'étoffer nos positions. Et puis, le groupe médicaments ne serait rien sans l'aide que l'on reçoit d'une part par le groupe médicaments de France Asso Santé, qui nous permet
toujours de mieux comprendre le fonctionnement justement du parcours du médicament en France, et puis de l'EHC et de la FMH pour les volets internationaux de ces parcours. Donc, en conclusion, l'AFH aujourd'hui n'est pas seul pour représenter les patients auprès des instances décisionnelles, et un gros travail est fait au quotidien pour permettre l'accès aux nouveaux traitements pour les patients. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Donc, Guillaume, pour cette explication. Je vais inviter donc l'ensemble des animateurs à me rejoindre peut-être avec Thierry Lambert pour essayer d'aborder les questions. Il nous reste un quart d'heure. On va essayer de… Alors, il y a des questions. Alors, peut-être, il y a eu quelques commentaires sur les améliorations du service médical rendu, notamment l'hémucizumab et l'Idelvion, dont la première a reçu la SMR2 et l'autre a reçu la SMR4. Et je reviendrai vers vous, Monsieur Salle, pour savoir quel impact ça a au niveau du CEPS, ces ASMR. Alors, merci Nicolas. Donc oui, effectivement, ça dépend. Alors d'abord, je voudrais dire que toute innovation n'est pas forcément un progrès pour le patient. D'où l'importance de l'indépendance de la HAS dans l'évaluation. Parce qu'on le voit en oncologie notamment, c'est quand même mon domaine plus de compétences, eh bien effectivement, il y a des médicaments qui sont vraiment avec un niveau de preuve tel et une intolérance, c'est essayer d'avoir plus de vie pour le patient avec une meilleure qualité de vie et une meilleure vie. Et notamment en oncologie, on a vraiment ce problème. Alors, je dirais, l'ASMR, ça dépend de la temporalité de l'introduction de la demande pour un médicament et le temps qui est donné à la recherche. C'est-à-dire qu'il sort de l'AMM et le premier médicament innovant qui est en rupture avec tout ce qui existait avant, il va avoir un très bon ASMR. C'est-à-dire amélioration, parce que c'est en comparaison avec les autres médicaments existants sur le marché. À ce moment-là, il peut avoir un ASMR2 ou un ASMR3, ce qui est très bien, donc ce qui confère la garantie de prix européen et ensuite un accès assuré sur le marché pour les patients une fois que le prix est donné par le CEPS. Maintenant, si on a la même gamme de médicaments qui arrive 2 ans après et qui est comparé à un médicament similaire. Par rapport à ce médicament qui a obtenu une ASMR2, on reclasse le nouveau médicament par rapport à ce médicament qui a eu une ASMR2 et on lui donne, s'il n'a pas d'amélioration du service médical rendu par rapport à ce médicament qui a eu une ASMR2, il se retrouve en ASMR5. Ce qui veut dire que ça ne veut pas dire que ce n'est pas un médicament équivalent à celui qui a eu la ASMR2, mais c'est un médicament qui, dans la stratégie thérapeutique, n'amène pas un progrès pour les personnes malades par rapport au médicament qui était ASMR2. Et ça veut dire que le prix négocié au CEPS sera un prix inférieur au médicament qui a eu l'ASMR2. Je ne sais pas si vraiment on comprend. Donc, ça veut dire qu'on se réfère toujours à la stratégie thérapeutique et aux médicaments qui sont déjà remboursés. Ce qui veut dire que, voilà, et l'AMM n'est pas garant de garantir aujourd'hui une bonne tolérance. Alors, il y a le bénéfice-risque qui est évalué, mais avec l'évaluation européenne, on se retrouve avec des médicaments qui ont des données très précoces. Ce qui veut dire que la phase 3 comparative n'est parfois pas réalisée. Et donc, c'est un handicap parce que si la phase 3 n'est pas réalisée, toute cette évaluation faite à la HAS de comparaison, on ne peut pas comparer. Donc, automatiquement, si le laboratoire ne fournit pas de données avec une comparaison sur un médicament existant dans la stratégie thérapeutique, il se retrouve avec un ASMR5 parce que la HAS ne peut pas statuer par rapport aux données qui sont données par le laboratoire. Et dans ces cas-là, et c'est arrivé, il se peut que l'on donne, c'est vraiment un médicament qui nous paraît être intéressant, on donne je dirais une autorisation
conditionnelles. Et là, après, on demande des données complémentaires au laboratoire avec une échéance de 1 an, de 3 ans, de 5 ans. Et si le laboratoire ne fournit pas ces données-là, eh bien, le médicament n'est plus remboursé. Voilà. En gros, c'est. Et puis après, quand on est dans la phase 2, on n'a pas toutes les données des risques pour le patient. On n'a pas toutes les données de tolérance. On n'a pas toutes les données vraiment dans la vie réelle. Et parfois, on demande aux laboratoires pharmaceutiques de nous donner des données dans la vie réelle. C'est-à-dire, une fois que le médicament est accessible, de continuer l'évaluation sur ce que j'appelais tout à l'heure la phase 4, c'est-à-dire la vraie vie du médicament. Parce qu'on n'a pas pu se faire une idée réelle sur la phase 2 et pas encore la phase 3 qui nous a donné à la HAS. Voilà. Merci Catherine. Donc, j'ai coupé ma vidéo parce qu'apparemment mon son n'est pas très bon encore, ma connexion. Donc, dans ce contexte, Monsieur Salle, donc sur les ASMR, il y a plusieurs questions qui vous est posées. Déjà, quel est le pourcentage des ASMR 5 qui arrivent à votre niveau quel est l'impact des ASMR donc 2 et 4, puisque c'est 2 molécules qui nous concernent, et surtout sur la dernière molécule qui a reçu la ASMR 4, à ce jour, le prix n'est toujours pas encore finalisé. Donc voilà, quelle période de temps? Parce que là, ça fait plus de 3 ans que c'est en négociation. Alors, il y a une question qui est très simple, c'est de dire combien il y a d'ASMR 5. Quand on regarde ce qui sort de la commission de la transparence, je pourrais vous partager l'écran, mais je ne vais pas risquer de le faire une deuxième fois. En gros, il y a 90 à 95% d'ASMR 5. Après, il y a 5-6% de 4 et 3% d'ASMR 1, 2, 3. Donc effectivement, les ASMR 5 sont les plus fréquents. Mais j'insiste sur ce point-là, les ASMR 5, ce n'est pas comme les étoiles du guide Michelin. On a toujours une ASMR par rapport à quelque chose. Donc un médicament qui a une ASMR 5 par rapport à un médicament qui a reçu une ASMR 2, ça n'a pas le même sens qu'un médicament qui a une ASMR 5, comme le dit la HAS, dans la stratégie thérapeutique. 5 dans la stratégie thérapeutique, ça veut dire que vous le rajoutez dans la stratégie thérapeutique et ça n'apporte rien. Ou pire, on n'est même pas sûr que ça puisse apporter quelque chose. Donc c'est un médicament que l'on doit payer moins cher. Si c'est 5 par rapport au médicament qui a eu 2 et qui est un des médicaments les plus coûteux de la stratégie, on va simplement chercher à ce qu'il soit moins cher que le médicament le plus coûteux. Je ne sais pas si c'est clair, mais bien retenir que la ASMR 5, ce n'est pas une caractéristique absolue, mais c'est une caractéristique relative d'un produit. On a l'ASMR par rapport à quelque chose. J'en profite, je vois passer une question là qui est: est-ce qu'on peut avoir un prix différent en fonction du pays? Oui, bien sûr. Les industriels cherchent à aligner les prix au niveau des pays européens, mais chaque pays négociant pour son propre compte, les prix peuvent être bien sûr différents. Après, vous m'interrogez sur quel est le problème avec une ASMR 4? La ASMR 4 en soi n'est pas un problème, mais sur le produit que vous citez, il y avait 2 produits concurrents il y a quelques années qui avaient tous les 2 la même ASMR 4 et il n'y en a qu'un des 2 qui est arrivé sur le marché. Donc on pourrait dire on a conclu une négociation qu'avec un des 2. Quelle était la difficulté? Si vous vous rappelez ce que j'ai dit sur la conception du coût de traitement, c'est qu'il faut savoir, à un moment, il faut passer du coût de traitement ancienne formule au coût de traitement nouvelle formule. Et pour ça, généralement, on se sert du RCP, c'est-à-dire de l'AMM, ce qu'on appelle le résumé des caractéristiques du produit, qui donne la posologie. Et en fait, pour ces 2 produits-là, le prix que l'on déduisait quand on appliquait les posologies qui existaient dans l'AMM, ce n'est pas nous qui les inventions, ne satisfaisait pas les laboratoires. Les laboratoires disaient que les posologies, en fait, en vraie vie, n'étaient pas celles-là. Et donc que le prix devait être supérieur pour conserver l'équivalence entre l'ancien et le nouveau traitement. La difficulté, elle était là. Et comme le dit Catherine, il n'y avait pas
à ce stade des données pour l'AMM ou même pour le dossier de la HAS qui permettaient de faire une véritable comparaison. Les produits de l'hémophilie, aujourd'hui, ils sont testés versus placebo. C'est un point dont on peut discuter. Est-ce que c'est légitime ou pas? Pourquoi les anticancéreux sont étudiés versus principe actif et les produits de l'hémophilie sont étudiés versus placebo? Donc, cette donnée-là était manquante. Donc, quand vous n'avez pas la donnée, vous négociez et fatalement, il y a des négociations que vous pouvez conclure et des négociations où les points de vue ne vont pas se rapprocher. Dans un cas, les points de vue se sont rapprochés. Dans l'autre cas, ça n'a pas été possible. Donc, ça me permet de boucler avec une autre question que j'ai vu passer. Pourquoi est-ce qu'une négociation peut durer plusieurs années? Ben pour ça. C'est qu'on n'arrive pas à trouver d'accord. Autant la HAS fonctionne comme un guichet, si vous voulez, l'industriel pose un guichet à la HAS et il y a forcément un moment, en quelques mois, où la commission va rendre un avis. Il n'y a pas de transaction. Au pire, l'industriel fait une audition contradictoire, mais après l'audition contradictoire, la commission est légitime à décider et donner son avis. Pour ce qui est du CEPS, tant qu'on n'est pas tous les deux du même avis, il n'y a pas d'accord. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'on est sur un sujet qui doit receler l'avis des deux côtés. Alors, ceux qui connaissent le mieux le système, chez vous, dans le milieu associatif, disent « Oui, mais le CEPS a le droit par la loi de fixer le prix tout seul. » Et c'est vrai, c'est ce qu'on appelle une décision unilatérale. Et la critique vient immédiatement après, et d'ailleurs, le CEPS ne le fait jamais. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, le CEPS le fait dans certains cas, en particulier dans le contexte des génériques, pour avoir des génériques au même prix. S'il n'y a qu'un génériqueur qui ne veut pas rejoindre le prix des autres, on va prendre une décision unilatérale pour qu'il s'aligne. Mais dans les autres produits, si on prend un produit relativement innovant, comme ceux qu'on peut rencontrer dans le domaine de votre pathologie, si on se met à fixer le prix de manière unilatérale, il y a un très très gros risque pour que le laboratoire dise « c'est très bien, j'ai un prix », mais vous n'aurez pas le produit. Je me retire du marché français. Donc en fait, c'est une fausse solution. C'est une fausse solution. Il faut impérativement essayer d'arriver par la négociation à trouver un prix. Parce que vous ne pouvez pas forcer un laboratoire à vendre alors qu'il a des marchés dans tous les autres pays du monde. C'est un des inconvénients du caractère mondialisé de ce marché. Merci pour ça. Docteur Lambert, allez-y. Oui, juste peut-être une petite précision. Il ne me semble pas, mais je me trompe peut-être, je ne vois pas à quel médicament vous allusion, que dans le cadre de l'hémophilie, les études sont rarement contre des placebos, mais plus souvent contre comme comparateur les médicaments utilisés en pratique courante. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, sur les médicaments récents, d'études en phase 3 en placebo. Parce que là, on est dans un système qui ne le permet pas. Peut-être une précision à donner. Je me suis peut-être mal exprimé. Elles ne sont pas comparatives. D'accord. OK. C'est-à-dire qu'on prend le produit en cause, on regarde le taux de facteur, on regarde les événements hémorragiques, mais on est totalement incapable de dire, avec la sécurité d'un essai randomisé, s'il y en a plus, s'il y en a moins. On peut dire que ça rend un service à peu près du même ordre. Et c'est ce que dit la Commission de la transparence. Elle dit à SMR4, parce que globalement, de loin, les études pour ces produits-là ont donné des résultats dont on est aussi content que les résultats des facteurs 8 et des facteurs 9 autrefois. D'accord. Voilà. Mais la question aujourd'hui, quand il s'agit d'attribuer une survaleur à un produit, quel que soit l'axe dans lequel il présente une survaleur, que ce soit l'efficacité, que ce soit la commodité d'emploi, que ce soit la qualité de vie ou les complications, on ne peut pas le faire sans comparaison. Rien ne dit que l'évolution du système de soins autour des anciens produits n'ait pas amené les mêmes avantages. Donc, ça peut paraître un peu exigeant, mais en fait, je pense que c'est un élément qu'il faut bien comprendre. J'avais vu passer une question intéressante qui était pourquoi le prix facial d'Amlibra est le même pour les patients avec et sans inhibiteur. Et c'est une très bonne question qui permet d'expliquer à quoi servent les remises.
Vous avez un produit qui a une ASMR 2 dans un cas par rapport à des produits extrêmement coûteux. Le traitement des hémophiles avec inhibiteurs est particulièrement coûteux. Il arrive à avoir une ASMR 4 par rapport, je dirais, à la prise en charge standard de l'hémophilie qui, elle, est moins coûteuse. Donc, on a, si vous voulez, deux coûts de traitement de référence différents pour deux indications différentes. Or, on a le droit de ne mettre qu'une seule étiquette sur la boîte Hemlibra. Donc, ça permet, en faisant des remises plus importantes pour la partie de la population sans inhibiteur par rapport aux populations avec inhibiteur, à avoir en fait deux prix cachés sous une seule étiquette. Et c'est la même chose en cancérologie, où vous avez des produits qui ont une très grosse valeur en dernière ligne de traitement, et puis qui ont une valeur un peu moindre quand ils passent en deuxième ligne, voire en première ligne. Et c'est grâce aux remises qu'on arrive à rééquilibrer ces valeurs. OK. Il y avait, merci Monsieur Salle, il y avait Catherine Simonin qui voulait peut-être intervenir ou rajouter un point. Oui, sur les comparateurs. Justement, donc on a bien dit, sur les AMM, c'est le problème qu'on a aujourd'hui dans l'évaluation du médicament, c'est qu'on est en phase 2, c'est-à-dire c'est pas comparatif et c'est pas randomisé. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Les industriels devraient aller vers des phases 3, donc ils ont beaucoup moins de temps sur la recherche et ils vont directement chercher l'AMM sans forcément avoir le comparateur. Quand il y a les phases 3 qui sont faites, il faut que le comparateur choisi soit pertinent parce qu'il est plus facile de prouver que le médicament est meilleur sur un vieux médicament que sur un plus récent. Alors, on a aussi des industriels qui font des phases 3 avec un comparateur qui n'est pas pertinent. Évidemment, l'ACT à la HAS redescend. Alors, on ne parle pas du service médical rendu, ça c'est une autre évaluation, mais dans la stratégie, on reclasse le médicament à sa juste place par rapport au comparateur choisi. Donc c'est pour cela que après derrière le CEPS voit arriver avec des ASMR 5 certaines phases 3 parce que le comparateur n'est pas pertinent, tout simplement. Voilà, je voulais amener cette précision. Très bien. Et pour compléter ce que dit Catherine, quand on voit ça, ça aboutit à un prix moins élevé qui effectivement peut fortement contrarier l'industriel. Mais si on regarde la totalité de la démarche qu'on vous expose depuis ce matin, on voit bien que s'il n'y a pas eu de phase 3, c'est bien qu'on attend qu'elle ait lieu plus tardivement. Ça veut donc dire que dans le schéma où on inscrit le produit au remboursement, c'est la collectivité, je le fais de manière très caricaturale, mais c'est la collectivité qui paye la phase 3. Donc, ce n'est pas du tout déraisonnable de dire à l'industriel, puisque vous n'avez pas fait la phase 3, le prix il est moins élevé. Justement parce que la HAS a souligné que vous n'aviez qu'une ASMR 4 sans phase 3 et pas une ASMR 3. Vous voyez, cette activité séquentielle de l'évaluation puis de la tarification a un sens. Cette ASMR, peut-être, est-il possible d'être revu dans le temps, cette ASMR par les autorités? Oui, Catherine. alors justement, on demande au laboratoire parfois de donner des données en vie réelle. Et à tout moment, le laboratoire peut faire réévaluer son produit. C'est-à-dire que s'il y a un bénéfice au long cours, le laboratoire demande à la HAS une réévaluation et quand on fait une évaluation et qu'on rend l'avis d'abord au laboratoire, il y a une phase contradictoire. Il peut redemander à être auditionné avec des données qu'il nous propose en supplément. Et on revoit parfois la première évaluation pour donner plus de crédit sur le médicament. Et après, périodiquement, les médicaments sont réévalués. Et donc, à tout moment, le laboratoire a cette latitude-là. Donc, ça génère justement qu'on prend en compte la vie réelle et les avantages au long cours d'un médicament. J'ai une dernière question, et puis ensuite, chacun d'entre nous on conclura cette session. Alors, c'est comment s'articule le CEPS dans les appels d'offres réalisés par les groupes hospitaliers? Alors, c'est peut-être hors sujet ou peut-être pas. Mais en tout cas, la question se pose, c'est est-ce qu'on est toujours dans une équité d'accès au traitement, aux médicaments dans ce processus-là? Alors, nous, on n'intervient pas du tout dans les appels d'offres. Les appels d'offres, ils sont de deux types. Ils peuvent toucher des produits dont le prix est fixé par le CEPS, comme les facteurs de coagulation. Ils peuvent aussi toucher des produits dont le prix est libre.
Donc, nous, pour les produits qui relèvent de notre influence, on fixe un prix, mais au sein de l'appel d'offres hospitalier, les industriels peuvent faire éventuellement des prix différents, inférieurs, avec l'acheteur hospitalier. Ça ne nous concerne pas. La question, alors si derrière vous mettez une question d'accès, le lien qu'on peut faire entre accès et appel d'offres hospitalier, c'est qu'aujourd'hui, les appels d'offres hospitaliers, ça a été très bien décrit dans le rapport bio, se sont massifiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un industriel va répondre à 3 ou 4 grands acheteurs qui sont des groupements d'achat, ou bien la GEPS, qui est la pharmacie de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Et ce qui peut se passer, c'est que si un industriel n'est retenu par aucun appel d'offres, il va disparaître du marché et ce n'est pas du tout sûr qu'il revienne en France. Et donc, cette massification des achats peut favoriser la disparition d'acteurs et contribuer à favoriser des situations de crise comme on en a connu sur certains produits. Donc, tout le monde n'a pas la même pratique des appels d'offres dans les différents pays. Moi, finalement, je suis en bout de chaîne en tant que prescripteur dans cette affaire-là. Mais ce que j'espère surtout, c'est que les éclairages qu'ont pu donner autant Catherine Simonin que Jean-Patrick Sall vous permettront de comprendre pourquoi les situations sont parfois difficiles, pourquoi on pense que tel médicament est accessible alors qu'il est accessible en autorisation mais non disponible, et que à cet égard, on a quand même la chance d'avoir le choix entre plusieurs médicaments tout de même qui restent. Il faut faire attention à cet aspect de massification et que l'ensemble de la France ne soit pas bloqué sur un médicament avec les risques qui viennent d'être évoqués. Et donc, moi, je crois que cette session était intéressante. J'espère qu'elle a pu vous apporter des éclaircissements sur des choses extrêmement complexes, finalement, dans la mise à disponibilité des médicaments et leurs coûts qui peuvent paraître parfois surprenants. Catherine Simonin, sur la place des représentants d'usagers au niveau de la HAS et comment on peut peut-être, je sais pas, renforcer cette position ou autre. Ce que je peux dire, c'est que les représentants des usagers sont considérés comme des patients experts au même titre que l'expertise des vrais experts, je dirais, avec la connaissance scientifique. Évidemment, c'est énormément de travail et je rejoins Guillaume Janin parce que je suis une patiente au départ. Bon, j'avais des compétences peut-être au départ aussi qui ont fait, mais qui étaient très, très loin. Donc, c'est se mettre à niveau, c'est travailler, c'est porter la parole des usagers, bien rester dans ce champ-là. C'est pas aller vers l'expertise médicale ni remplacer les médecins parce qu'on n'a pas l'attitude d'aller vers ça, mais de bien rester sur l'objectivation de la qualité de vie, de l'amélioration des médicaments, défendre notre position. Et parfois, il faut savoir que dans l'évaluation de la HAS, les votes passent à une voix. Et comme nous avons 2 voix, elles sont parfois prépondérantes pour faire basculer la balance sur juste un ASMR, un point d'ASMR ou du SMR, de passer à modéré à important. Et c'est non négligeable. Et après, on sensibilise les cliniciens, les acteurs, les scientifiques qui sont présents à la vie des patients au quotidien, au fardeau de la maladie, quelle qu'elle soit. Et c'est vraiment un plus que je pense qu'on amène à la commission de transparence. Je vous remercie de m'avoir invité et c'était un plaisir de partager cet après-midi avec vous. Merci Catherine. Monsieur Sall, voilà, vous l'avez très bien décrit, vous l'avez très bien dit, c'est un paysage très complexe. Pas opaque, mais complexe. Et comment, peut-être en quelques mots, en un mot, comment on pourrait, ou quelle serait votre suggestion pour décomplexifier ce paysage et pour rendre peut-être le CEPS peut-être plus fluide ou l'ensemble? Ça, je crois que c'est la question la plus difficile que vous gardez pour la fin. J'ai pas de réponse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très attaché à participer à des groupes comme celui-là pour essayer de montrer ce qu'on fait, parce qu'on sait bien que notre rapport d'activité n'est pas quelque chose qui se lit de manière extrêmement... c'est pas un document qu'on emmène à la plage pour le lire. Il est pas très drôle, mais la complexité des procédures, je pense qu'on est capable de l'expliquer, on est capable de donner des exemples, on est capable aussi de vous dire
quels sont les objectifs derrière tout ça. Et je pense que c'est ça qui est important de partager. Et en même temps, on a eu la possibilité de recevoir donc maintenant plusieurs associations en audition. Donc, je pense que l'interface avec le comité, elle existe. Elle est compliquée, mais elle existe et les informations peuvent être échangées. Merci, Monsieur Salle. Guillaume, peut-être un mot de la fin sur, sur la volonté de l'AFH et la continuité de cet engagement pour essayer de débloquer ces situations que nous connaissons. Merci bien déjà. Donc, là, il y a de nombreux challenges, en tout cas pour l'avenir, pour le groupe de travail médicaments et pour l'avenir des traitements dans l'hémophilie. Les patients ont un rôle à jouer là-dessus. Nous avons une plus-value dans ces questions-là, de par des parcours professionnels, mais aussi par les visions que l'on peut apporter de la place du médicament dans nos vies. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous les participants. Je vous rappelle